changement de salle parce qu'on a fini la partie présentation à l'écran. Donc, on va remettre vos chaises pour se rapprocher de vous. Ça va permettre de passer le micro à Vincent qui va nous dire comment il a vécu cette campagne 2024 en tant que viticulteur. Enfin, tu peux t'exprimer en ton nom, mais au nom des viticultrices et viticulteurs. Et puis, nous dire comment on appréhende dans les échos qui circulent dans le vignoble 2025. Eh bien, merci de la question qui n'est pas piégeuse. Je ne vais pas être très original, je pense, hein, et beaucoup auraient la même réponse que moi. Je pense que 2024 aura été une année haletante, excitante, un peu stressante, mais à l'image des Jeux Olympiques, je pense qu'in fine, grâce à la qualité des vins qu'on va avoir et qu'on découvre en ce moment, je pense qu'on peut finalement la vivre plutôt sereinement. Et surtout, il me semble, et là, c'est plus le viticulteur pur, mais c'est le champenois qui regarde ça avec beaucoup de recul. On est sans doute la seule région où on peut le vivre sereinement, parce qu'on a une organisation qui a été travaillée depuis des années, des décennies, et je pense qu'il n'y a qu'en Champagne où on peut se permettre de vivre une année 2024 comme celle qu'on a vécue, et pour autant être serein en fin d'année pour nos exploitations, pour nos vins. J'étais encore ce matin en réunion à Paris avec mes collègues des autres régions, je peux vous dire, et je pense que c'est très important qu'on en ait conscience de ça. Une réunion de la coopération. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a qu'en Champagne où on peut vivre sereinement une année aussi difficile, aussi complexe. Alors effectivement, 1, 2, 3, ça sera beaucoup plus compliqué. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais ça, je pense que c'est un point qui est très, très important. Moi, je l'ai vécu et je pense que beaucoup de vignerons l'ont vécu comme ça, c'est en se disant, bon, ben, on était un peu fataliste par rapport à ça, et d'où l'importance de notre organisation. Voilà, dans les autres régions, c'est catastrophique. Parce qu'il n'y a pas cette sécurité. Voilà, on avait tous plus ou moins une réserve importante. On a des outils qui nous ont permis et qui nous permettent d'appréhender éventuellement des années un peu plus compliquées encore. Donc, voilà, c'est très important, je pense, et je pense qu'aux responsabilités auxquelles je suis, vous seriez étonné que je ne mette pas en avant le collectif. Je crois que cette notion de sécurité et d'organisation de notre filière qui est millimétrée, qui est précieuse, est déterminante pour notre bien-être. Oui, donc tu soulignes une des particularités de la Champagne. Moi, je dis souvent que ce qui est le plus difficile à copier à l'extérieur de la Champagne, c'est pas nos cépages, c'est pas notre élaboration et tout un tas de choses qui font partie de la construction de la valeur, c'est l'organisation. L'organisation, et notamment cette organisation qui permet aujourd'hui d'avoir un amortisseur économique avec la réserve, hein, qui n'est pas apparu sans heurts et malheurs, mais voilà, qu'on a réussi à construire au fil du temps et dont on bénéficie aujourd'hui. Et puis, qui représente aussi une forme d'organisation avec le monde coopératif qui permet d'être un amortisseur en période où, quand il y a des tensions, on a des acteurs qui peuvent être tentés de revenir à des modes de relations un peu plus drastiques. Hein. On connaît la Champagne il y a un siècle où la matière n'était pas forcément achetée. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la contribution du monde coopératif à préserver en partie ce partage de la valeur? Voilà. Alors, je pense que cette notion, alors même si elle paraît à la fois évidente pour nous tous, parce qu'on en parle tout le temps, il faut bien se dire qu'elle est unique. Hein. C'est pareil, il n'y a que dans notre filière viticole où on peut se targuer de parler de partage de la valeur. Alors, notre organisation, à mon avis, de la filière, elle est toujours perfectible. On peut toujours lui trouver mettre des critiques, des reproches, mais elle a le mérite d'exister et d'être travaillée au quotidien depuis des années et des années. Et effectivement, la coopération s'est construite aussi sur cette base-là. Hein. Mais je voulais dire aussi que partager la valeur, c'est bien, mais il faut la créer avant de pouvoir la partager. Et ça va être un de nos défis, je pense, dans le contexte dans lequel on entre aujourd'hui. Et quand je parle de valeur, ce n'est pas forcément que valeur financière, c'est la valeur de l'appellation et de notre filière. Et donc, le monde coopératif et la coopération s'est construite effectivement autour du regroupement de l'offre, autour du regroupement et du collectif au service des vignerons, ou d'une frange des vignerons, au moins, pour venir appuyer le vignoble et les démarches syndicales. Parce qu'effectivement, quand on est dans une filière comme la nôtre où
où cette notion de valeur est importante et cette notion de partage est développée, parce qu'il faut quand même saluer aujourd'hui, je pense, quand même, le niveau de concertation qu'on a entre les deux familles, et où on est dans une cohérence et dans une cohésion qui est pour moi très aboutie aujourd'hui. Et donc, forcément que la coopération a son rôle à jouer. Alors, elle l'a déjà fait, je pense, en regroupant l'offre en voisin. Elle l'a fait aussi ces 10 ou 15 dernières années. Marie parlait des contraintes environnementales. Elle a permis aussi ce développement des surfaces sous certification environnementale, mais pas que. Et je pense qu'effectivement, on est dans une situation où on va être contraint techniquement, parce que il va falloir répondre à la demande du marché et à la demande du consommateur. Et qu'on le veuille ou pas, les contraintes techniques vont être de plus en plus importantes. Les contraintes économiques aussi, parce qu'il va falloir faire de la valeur en ayant peut-être un peu moins, parce que certes, les chiffres, les volumes baissent, mais un élément nouveau, c'est que ces 2 dernières années, le chiffre d'affaires ne baissait pas. Et a priori, on sait que cette année, il va baisser un peu. Donc, on va être contraint économiquement aussi. Et on le sait tous, le vignoble, on le vit tous, on est aussi contraint socialement, puisqu'on a tous des problèmes de malheur, ou presque, je pense. Et donc, il va falloir amplifier le mouvement collectif. Et je pense que, oui, alors, moi je parle évidemment au nom de la coopération. Les coopératives ont amorcé ce travail-là, mais vont devoir accélérer, vont devoir faire mieux avec moins, comme tout vignoble, je pense, mais aussi comme tous les autres opérateurs de la Champagne. Et donc, il va falloir faire front collectivement, avec sérénité. Moi, je ne suis pas d'une naïveté démesurée, mais je ne suis pas non plus pessimiste. Je pense qu'il faut savoir garder raison. On a aussi dans la préservation de la valeur, à mon sens, la valeur de l'image, qui aujourd'hui est beaucoup plus importante qu'il y a 10 ou 15 ans. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit très prudent et qu'on fasse très attention à préserver cette image que l'on a. Marie parlait aussi de l'œnotourisme, c'est hyper important. Et oui, la valeur, il y a la qualité du raisin, il y a la qualité des cuvées, il y a tout ça, mais il y a aussi, et je crois surtout, la valeur de l'engagement de tous au service de ce produit qui est quand même très atypique. C'est vrai, le champagne n'est pas un vin comme les autres. Donc voilà, et je pense que par rapport aux coopératives, Laurent, pour le redire, oui, il va falloir évoluer, il va falloir continuer la dynamique et sans doute l'accélérer à un moment où effectivement, on aurait tendance à se dire, bon, ben, c'est un peu dur, mais non. Le maître mot, ça va être de continuer de persévérer, de changer sans doute un peu le logiciel. Voilà, il faut accompagner les vignerons dans leurs attentes et qui vont être nouvelles et qui vont être de plus en plus importantes. Effectivement, on va passer une question du chat. Je rebondis sur le fait qu'on est dans un monde où, au-delà du système coopératif, en tant que construction juridique, on est dans un monde où on est amené de plus en plus à mutualiser. Et tu l'as dit, là, on a une marque, entre guillemets, de territoire qui est la marque Champagne, qui est le fruit de construction collective et puis d'initiatives individuelles. Et c'est cette originalité champenoise qu'on doit préserver, c'est de voir comment on peut continuer de faire cette conjugaison entre les démarches collectives et puis les démarches individuelles. Peut-être la question, tu rebondis après, une question dans le chat. Une question d'Adrien quelles sont les évolutions de tarifs de vente clients que vous prévoyez cette année après les fortes augmentations connues ces dernières années? Alors, quelles sont les évolutions des tarifs de vente aux clients directement? Donc, question peut-être pour... C'est une question peut-être de tendance, mais voilà. De perspective peut-être. Alors, peut-être que David, tu te prépares à répondre à ces questions-là. Peut-être que tu voulais, pour laisser le temps de te préparer, tu voulais rebondir. Et puis moi, je vais relever quelque chose que tu as dit qui est important. Tu as dit tout à l'heure, la qualité s'avère bonne et intéressante. Et c'est vrai qu'on a tous ce défaut. Quand on est dans le combat, quand on est dans la difficulté, on parle de nos difficultés et on finit par projeter vers le consommateur que parce que c'est difficile, ça ne va pas être bon. Et c'est souvent le contraire, même si ce n'est pas Champagne, on est une des rares régions où on peut faire du volume et de la qualité, je viens de dire. Mais voilà, on a tendance souvent à oublier que l'image qu'on projette quand c'est difficile et qu'on raconte qu'on est toujours dans une vigne en train de lutter, c'est que le raisin, pour autant, il peut être très bon. Et on doit se satisfaire pour construire la valeur, d'avoir cette perspective, d'avoir sans doute une belle matière première et des belles cuvées à venir. Tu voulais rebondir Non, mais je voulais juste effectivement dire que nous sommes une somme d'individualité
mais c'est dans le collectif qu'on peut aller plus loin et je pense, et c'est relevant. Et aujourd'hui, le maître mot, il est de savoir se mettre à l'unisson d'une Champagne où il y a 2 ans, le Champagne, enfin, je reprends les termes d'un de mes collègues du coopérateur qui dit souvent que ces 2 dernières années, le Champagne, il s'achetait, il ne se vendait pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de difficultés à le vendre. Mais il y a des moments où il faut savoir faire preuve d'humilité et se dire, bon, bah, pour le bien de tous, on a besoin de se mettre en rang et d'avancer collectivement pour surtout ne pas prendre le risque de donner l'opportunité à nos concurrents, parce qu'il faut parler des concurrents, hein, quand on parle des créments ou des hommes effervescents, de prendre notre place ou d'exploiter nos fragilités. Et Dieu sait si aujourd'hui, c'est tellement facile de les mettre en évidence, mais que ce soit en Champagne ou ailleurs. Hein. Et donc, ayons au moins cette capacité à faire attention à ce qu'on transmet en termes non seulement de qualité intrinsèque, mais aussi, je le disais, en termes de qualité d'image. C'est effectivement, c'est le sujet, je dirais, c'est le vrai sujet qui s'offre à nous aujourd'hui. Hein. Moi, je reprends un petit peu ce que tu as dit, Marie, hein, tu l'as signalé. Tu as dit, voilà, super, le champagne est un produit à part, mais malgré tout, quand on regarde en termes de positionnement, consommation au moins sur le marché français, les autres effervescents nous suivent de très près. Ils sont là, ils sont loin d'être stupides, ils copient, ils vont dans le même sens, voire parfois, ils innovent et ils peuvent nous doubler sur certains côtés. Donc, ça, c'est sûr. Donc, après, la question de la tarification et la façon dont on peut donner une valeur au champagne. Moi, je vais reprendre une partie de ce que tu as dit, Vincent, parce que ça m'a bien plu ce que tu as dit concernant la valeur. La valeur, ce n'est pas uniquement une valeur financière. La répartition de la valeur et le partage de la valeur, c'est aussi ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire que c'est la valeur de ce que nous sommes. Ce n'est pas uniquement une rétribution financière, monnaie trébuchante. C'est très important de se dire, voilà, on est en train de partager une valeur qu'on a construite ensemble. Et ça, c'est fondamental. Donc, par rapport à ces 2 points-là, la question de fond, c'est le prix qu'on va pratiquer ne peut être intéressant que s'il correspond à la valeur que nous partageons. Je vais m'expliquer de façon plus simple. C'est que je pense qu'il y a eu erreur, parce que comme ça, je rebondis directement. Je pense qu'il y a eu erreur sur les 3 dernières années en Champagne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc en tout cas entre 21, 22 et 22, 23, on a augmenté de 20% en moyenne le prix d'une bouteille standard. D'accord? En moyenne, hein, donc 20%. Je pense que vous êtes tous au courant qu'on n'a pas franchement le temps de modifier ni notre produit, ni nos bouteilles en 2 ans de temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis quand même 20% sur une bouteille qui, aux yeux du consommateur, est la même. Donc, évidemment, selon les marchés, ça a été plus ou moins bien apprécié. Je dirais que beaucoup de marchés l'ont plutôt mal pris parce qu'on a sans doute fait une erreur de lecture. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, on va créer de la valeur en montant le prix. Et si on ne fait que monter le prix sans avoir une cohérence sur l'image que nous véhiculons, dans ces cas-là, le décalage, on le paye, hein, tout simplement. Hein. C'est assez simple. Donc, c'est la stratégie qui est derrière. C'est un petit peu d'ailleurs toute la discussion de cette soirée. C'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va véhiculer comme image qui permettra de justifier la tarification que nous sommes en train de proposer aux consommateurs. Et ça, est-ce que tu le vois chez quelques viticulteurs références que tu connais sur les variations de vente par rapport aux variations de prix? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais oui, évidemment. Pour être très franc, on le voyait venir, surtout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, selon les acteurs, et là, je vous assure que l'éventail est énorme, hein, mais selon les acteurs, on voyait bien qu'il y avait une tarification qui était poussée à un endroit où ça ne correspondait pas du tout au positionnement du produit. Et donc, le retournement, ça se sentait, quoi. On voyait bien que ça n'allait pas forcément aller dans le bon sens à partir du moment où l'euphorie post-Covid allait se remettre d'aplomb. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc pas une question d'acteur, c'est une question de stratégie d'entreprise. Je reviens toujours sur la même chose. C'est s'il y a une stratégie d'entreprise, une vraie stratégie d'entreprise, avec une création de valeur, et entendez bien, donc pas valeur financière, c'est une création de valeur en termes de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vais proposer, pourquoi je le propose comme ça. Et donc là, j'ai une cohérence tarifaire qui est acceptée par le consommateur. En l'occurrence, il y aurait une erreur de ne pas augmenter la tarification pendant la période inflationniste.
Voilà, je vais être très franc. C'est-à-dire que vous avez une stratégie qui était dans ce sens-là. Il fallait absolument monter le prix parce que de toute façon, Olivier vous l'a montré, les coûts de production, eux, ne vont pas s'arrêter. Donc c'est évident. Mais aller trop vite, et c'est un petit peu les propos qu'on tient aujourd'hui, aller un peu trop vite par rapport à l'image que nous avions, on se fait corriger. Et dans ces cas-là, on ne se pose pas de questions. On se dit, ah mince, quelle contrepartie au plus en face. Voilà, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et je vais rebondir également, donc, parce que j'ai promis que je reviendrai sur ce que tu as dit, Marie. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on a accepté cette stratégie de valorisation, donc on est en train de monter nos tarifs, il est évident qu'on laisse la place à d'autres. Mais c'est évident, hein, encore une fois, hein, c'est mécanique. Hein, automatiquement, vu qu'on est en train de monter sur les gammes, les autres, ils vont pas attendre. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre ce que nous avons laissé. Si je prends le marché français, on parlait beaucoup d'une position standard de champagne, la bouteille, rappelez-vous, quoi, à 12 euros, 12, 15 euros, c'était ça. Bon, on est en train de partir de cette zone-là, les autres arrivent. Hein. Donc, ça veut forcément dire que tout ce qu'on est en train d'enclencher en Champagne, et puis c'est long en plus, parce qu'on met 4 ans maintenant entre les vendanges et la sortie bouteille, tout ce que nous avons enclenché maintenant nous empêchera de faire une marche arrière. La marche arrière, elle est difficile. Revenir sur des zones à Champagne, je fais volontairement à 12-15 euros, non, on ne rêvait pas, quoi. Donc, on recoupe ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à des gestions de trésorerie et de stock. C'est exactement ça. Tu te rappelles bien cette question, je te remercie. Oui. On a réfléchi ensemble. Donc, on est vraiment là-dessus. Il faut qu'on accepte le fait que nous sommes en train de changer de toute façon de stratégie. Patrick, une question. Je voudrais poser une question à Marie. Est-ce qu'il y a une barrière psychologique du prix du champagne? Donc, question dans la salle. Y a-t-il une barrière psychologique au prix du champagne? Est-ce que dans tes baromètres, c'est quelque chose que tu vois, que tu sens On n'étudie pas cette question-là, mais je vais répondre un tout petit peu à côté. Nous, on est assez convaincus qu'il y a une place pour des champagnes. Enfin, en tout cas, on l'observe. Alors, ce n'est pas tiré du baromètre, ce n'est pas une étude scientifique, mais on l'observe beaucoup quand on parle, et j'ai une équipe de 30 personnes, donc on leur demande d'aller régulièrement chez les cavistes, et quand on parle avec des cavistes, on observe beaucoup de réponses de cavistes qui nous disent qu'il y a une demande de consommateurs pour des champagnes à 30, 35, max 40 euros, et qui, certes, de temps en temps, peuvent mettre 80, 90, 100 euros, mais c'est exceptionnel. J'entends pas de cavistes qui disent qu'on a encore des consommateurs qui cherchent des champagnes à 20 euros. Je pense que le consommateur, il a en tête que le champagne est un produit, pour toutes les très bonnes raisons qu'on connaît, exclusif, etc. Donc, je pense, en tout cas, encore une fois, ce n'est pas scientifique, hein, mais dans l'observation qu'on en fait, nous, sur le terrain, un champagne à plus de 20 euros, ça paraît évident. Et à moins de 20 euros, ça paraît un peu suspect. Moi, j'ai dit 20 euros, c'est peut-être 18, hein, je n'ai pas le chiffre exact. Mais en tout cas, clairement, il y a une demande de consommateurs pour des champagnes qui ne soient pas sur des prix stratosphériques, parce qu'on a quand même envie de se faire plaisir avec un bon produit, avec un champagne. Ça existe vraiment, ça. Ta réponse est intéressante parce que ça renvoie autant à la notion de plafond que de plancher. Et c'est vrai que dans les prix bas, on est tous confrontés à des gens qui s'interrogent sur la question d'un champagne peut-il être qualitatif s'il n'est pas cher. Une autre question dans la salle? Oui, moi je voudrais savoir, Marie, est-ce que au du baromètre, vous avez mesuré la volatilité du client? C'est-à-dire, est-ce que le client zappe régulièrement? Est-ce qu'il a envie de découvrir de nouvelles choses? Est-ce qu'il reste fidèle aux marques? Est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez? Question dans la salle sur la volatilité, la fidélité, l'attachement finalement à la catégorie ou aux marques. Alors non, on ne mesure pas. Il y a une question qu'on a introduite cette année. Donc, alors les résultats du baromètre 2025 seront donnés le mardi 25 mars en direct sur LinkedIn, si ça vous intéresse, c'est pour 1 heure de votre temps. Honnêtement, tous les gens qui regardent nous disent qu'ils apprennent plein de choses. Et sinon, on donne les résultats aussi dans la presse. Thomas Crouzet, Sophie Claise, la Champagne de Viticole, tout le monde a les résultats. Il y a une question qu'on a introduite, mais qui est plus large que seulement la Champagne, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un baromètre qui fait Champagne, vin, bière, spiritueux. C'est justement sur les innovations, les nouveaux contenants, les nouvelles manières de consommer. Donc, c'est un peu plus large que la Champagne. Évidemment que quelqu'un qui va répondre qu'il est prêt à consommer du vin en bib, il ne parle pas de champagne, par définition. Donc, ça ne répondra pas exactement à votre question, mais il y aura quand même quelques réponses sur des innovations. Est-ce que tu peux rebondir également sur ce qu'a développé David concernant la construction de valeur qui s'accompagne d'augmentation de tarifs avec les nécessaires contreparties qui doivent accompagner? Comment ça, dans le baromètre, ça ressort?
Alors ça, je n'ai pas forcément la réponse du baromètre, mais j'ai la réponse de notre travail au quotidien. Déjà, alors je rebondis aussi sur ce que disait Vincent. Nous, on est souvent sollicités parce qu'on travaille pour. Sowen, c'est basé à Paris, on a une filiale à Londres, une filiale à New York. Donc, moi, je suis championneuse et je suis là la moitié de mon temps, mais j'ai quand même un petit pied en dehors, ce qui me permet d'essayer d'avoir un tout petit peu de recul. Et donc, ce qu'on observe régulièrement, c'est que les. Repose-moi par l'anglais. Les contreparties, les contreparties de la construction de valeur et du prix. Donc, ce qu'on observe, nous, on est souvent sollicité par des régions et des appellations, c'est que la Champagne, encore aujourd'hui, est un best practice, une très bonne pratique, une étude de cas de ce qu'il faut faire quand on veut valoriser une appellation. Donc, on nous pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a la Champagne comme exemple, il y en a d'autres, mais la défense de la marque, le fait de, ce que je citais tout à l'heure, de dire quand on a un plan d'action, ce n'est pas à 5 ans, c'est à 30 ans. Et puis, moi, j'ai lu énormément de communiqués qui disent, et on y va main dans la main, et on emmène tout le monde avec nous, et on ne veut pas laisser des gens sur le bord de la route. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Tout à l'heure, tu parlais aussi de la manière dont vous communiquez, dont la Champagne communique sur ses vendanges. Sincèrement, je pense que ça fait 18 ans que je fais l'étude tous les ans du communiqué de presse du comité Champagne et des communiqués de presse des autres interpros. Mais tous les ans, vous êtes positif. Vous vous rendez pas compte, c'est incroyablement, c'est bien, donc soyez fiers de ça. Mais là, je me souviens, l'année dernière, c'était les grappes sont grosses. Et les grappes sont grosses, le consommateur, ce qu'il retient, c'est que c'est généreux, que ça va être bon. On sait tous que des grappes grosses, ça a aussi des inconvénients. Et bien, la manière dont c'était communiqué, c'est toujours positivement formulé, et ça, c'est très bien. Donc, pour en arriver à la marque, effectivement, la notion de marque, elle est importante, et les championnats, vous avez compris ça depuis assez longtemps. Et une marque, c'est quoi? C'est un nom, et ou une image visuelle, et ou, donc un logo, et ou une histoire qu'on va retenir. Une histoire, une anecdote, quelque chose qu'on va retenir. Si je vous dis Châteldon, je pense que 80% d'entre vous vont me dire, oui, c'est l'eau qu'on buvait dans la cour du roi Louis XIV. Ça vous parle? Levez la main. Personne boit de l'eau ici, il y en a quelques-uns comme ça. J'ai cité volontairement Châteldon. Enfin, une eau. Tout ça pour dire que la valeur de la marque, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que le consommateur qui va prendre votre champagne dans un luminaire ou chez un caviste, ce qu'il va retenir, certes, c'est le goût du produit, mais pour être sûr qu'il puisse réacheter le même produit, il faut qu'il ait retenu soit le nom, soit qu'il y avait une étiquette spécifique, soit qu'il y avait une histoire spécifique. Et donc, la valeur du produit, elle passe par la valeur de la marque, effectivement, qui est ce dont David parlait. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a encore un petit peu de travail à faire, sans doute. Mais en tout cas, la Champagne a déjà compris que c'était important. Merci Marie. D'ailleurs, ça permet de donner une statistique qu'on ne connaît pas forcément souvent. Il y a les signes de qualité et d'origine, les SICO. Il y en a plus de 600, toutes catégories agricoles confondues. Il y en a quasiment un par jour de l'année. Je crois qu'on a 363 signes officiels de la qualité et de l'origine pour le vin. Le chiffre d'affaires doit être à 25-30 milliards. La Champagne, c'est un quart. Une appellation parmi les 360, c'est un quart du chiffre d'affaires. Donc ça traduit bien ce regard extérieur qui est émerveillé quand les gens parlent de la Champagne. Il y avait une question dans la salle, oui. Moi, je m'intéresserais de voir ce que vous m'expliquez par rapport aux contraintes et l'avantage aussi de la Champagne qui est dominant. Comment faire pour faire évoluer vers l'innovation, vers une tendance à plus de 30 ans, sans avoir une rigidification, un blocage, on va dire, des avancées. Donc la question de la salle, c'est comment on conjugue le cadre de l'appellation qui peut être un carcan par la rigidité des règles qui peuvent concourir à limiter l'innovation. Donc je vais peut-être répondre à cette question. Ça se travaille par itération et consensus. Donc il faut à la fois des acteurs qui sont à la marge, qui explorent toutes les possibilités du système, qui parfois dérangent, qui parfois agitent, mais qui doivent rester dans la discussion à l'intérieur du système pour arriver par la preuve de la concrétisation, qu'elle soit commerciale, environnementale ou sociale, parce que c'est tous les piliers aujourd'hui qu'il faut envisager comme étant des piliers de créativité et d'innovation. On l'a vu au travers de ce qu'est la durabilité. Donc c'est une conjugaison qui n'est pas simple, parce que les systèmes d'organisation sont également des systèmes de pouvoir qui peuvent finir par, à un moment donné, étouffer la créativité et l'innovation. Mais moi, je vous engage individuellement à investir et vous engager dans tous ces systèmes de représentation depuis la base,
jusqu'au sommet pour donner de la voix, mais essayer de donner de la voix contributive et pas destructive. Et c'est pas ce que j'entends dans la question, hein, en tout cas. Voilà, il faut faire bouger le système. D'ailleurs, il y a une formule qu'on utilisait quand j'étais salarié au CIVC qui disait qu'on est, et je l'aime beaucoup, on est des novateurs par tradition. C'est-à-dire que nos innovations d'il y a 50 ans, 100 ans, 150 ans sont devenues nos traditions. En fait, c'est simplement une question de mécanique pour savoir comment les faire rentrer. Peut-être, David, on arrive au bout de l'heure qu'on s'était donné, mais on ne va pas clôturer les questions avec mon intervention. On va essayer de donner un peu de distance par rapport au temps, en n'étant pas sur le très court terme. Hein. On va essayer peut-être de prendre un peu de distance par rapport au territoire. Il y a une petite ouverture pour dire que la Champagne est regardée de l'extérieur comme étant une région particulière. Marie l'a évoqué, tu reviens de Paris, c'est également ce que tu nous as dit, Vincent. Tu discutes avec tes homologues dans les autres régions viticoles. Enfin, c'est quoi la situation viticole française et est-ce qu'on a encore une terre d'opportunité dans ces difficultés? Alors je rigole, mais bon, je suis désolé, je rigole un peu jaune hein, pour le coup. Oui, effectivement, hein, je pense que tous autant qu'on est ce soir dans cette salle, on doit absolument prendre conscience de la chance que nous avons. Parce que dès qu'on sort de la Champagne, je vous assure que le monde viticole est loin d'être dans la joie. C'est d'autant plus vrai si on va on va parler de la France hein, pour commencer, mais il n'y a pas que la France, c'est ça qui est important. Mais si on regarde la France, nous on discute tous les 6 mois, donc je vais sur Paris, je fais comme toi mon ami, je vais sur Paris et je vais voir les 22 caisses du Crédit Agricole qui ont, vous imaginez bien, des parts conséquentes dans le monde viticole. Et je vous assure que quand on fait le tour de table, je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise parce que vous avez l'Aquitaine, vous avez l'Aude, vous avez les Pyrénées, vous avez le Languedoc, c'est en train de vous dire ouais, bon, voilà, donc il y a 30% des exploitations qui sont à vendre, mais personne ne les achète. Nous, le primeur, c'est 80 € l'hectolitre. Je me dis, mon Dieu, mais c'est dramatique. Enfin, on va distiller, on va arracher, arrachage définitif. J'espère que vous entendez bien, c'est définitif, il n'y aura plus jamais de vigne, c'est fini. Parce que ce n'est pas possible, ou parce que économiquement parlant, ou parce que climatiquement parlant, ce n'est pas possible. Vincent, tu parlais des coopératives. Une coopérative peut mourir. Les coopératives de Languedoc, voilà, quoi, ça y est, elles sont arrivées à s'essoufflent, et une cave coop peut mourir. Et donc, moi j'ai mes homologues banquiers qui, contrairement à nous, où on se permet et on a la possibilité de se poser toutes les questions qu'on s'est posées ce soir, et eux, c'est plus ces questions-là, je vous le garantis. Hein. C'est des magasins, c'est des de sport, c'est ce qu'on voit dans le Languedoc. Non, mais c'est dramatique. C'est dramatique. C'est-à-dire que, en fait, moi, mes collègues de les autres caisses régionales sont plutôt en train de se demander comment on va accompagner la reconversion. Qu'est-ce qu'on va faire? Que vont devenir ces lignes qui deviennent des friches, hein, au passage. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même assez. C'est douloureux. Et pourquoi c'est douloureux? Parce que c'est quoi finalement? C'est tout ce que on aimerait ne pas devenir. Je vais être franc avec vous. Si je prends Aquitaine et si je reprends la zone Bordeaux, nous on a une appellation où ils en ont 56. Et à l'intérieur des appellations, à l'intérieur de chacune des appellations, ils avaient déjà du mal à se mettre d'accord. Et donc se mettre d'accord, en plus les 56 ensemble, alors là, je vous explique pas. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit retenir. C'est que même si parfois le collectif est un petit peu contraignant, il est quand même bien plus intéressant que le pur individualisme. Et ça, je peux vous le garantir, parce que quand on sort de Champagne, on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Alors évidemment, il y a les tendances consommation qui enfoncent le clou sur des organisations qui n'étaient pas très, très bien structurées. Les vins rouges, mon Dieu, voilà, quoi, c'est dur. Et là, ce n'est pas que la France. Là, c'est pas que la France. Il y a des problèmes en Espagne, il y a des problèmes au Portugal, il y a des problèmes en Australie, figurez-vous, parce qu'on a tendance à ne regarder que notre petite zone, mais en Australie, ils sont en surproduction, on les arrache. Voilà. Ils vont arracher, quoi, parce qu'à un moment donné, ça ne colle pas. Donc, il y a une réelle mutation plutôt désagréable qui est en train de se faire en dehors de notre petite bulle qui s'appelle le Champagne. Donc, évidemment, pour finir mes propos, nous, quand on fait le tour de table, hein, donc quand j'arrive et que je parle du Champagne, je vais l'utiliser déjà avec beaucoup de précaution,
Parce que quand on demande le prix de l'hecto en Champagne, et vu les prix qui ont été annoncés avant, vous imaginez bien les bons que ça peut faire. Et en même temps, je leur dis avec beaucoup de pragmatisme en leur disant, mais ouais, ok, très bien, nous on est comme ça, mais c'est aussi la force de la Champagne, et c'est ce qui a été dit, c'est que même si on fonctionne, on se permet encore de se poser des questions pour qu'on fonctionne dans le futur. Comprenez bien, c'est super important. On a la possibilité humaine, intellectuelle, financière, de se poser encore ces questions-là et de se dire, ouais, on sait comment on est, mais on aimerait bien, on veut ça, on sait aussi comment on veut être dans le futur. Et il nous reste à le faire parce que malgré tout, on est assez lent. C'est quand on appuie sur le bouton, la bouteille sort au bout de 4 ans. On est assez lent dans notre opérationnalité, mais par contre, on a le mérite de se poser des questions sur du très long terme. Bah, figurez-vous que ça, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui le font, tout simplement, ou malheureusement, ils ne peuvent plus le faire. Je vais le dire à l'envers. C'est-à-dire que c'est trop tard. Ils sont en train de se demander déjà comment ils vont se restructurer et est-ce qu'ils vont survivre à cette histoire. Comment ils vont gérer la disparition. Comment ils vont gérer cette disparition-là. Vous n'imaginez pas la chance qu'on a. C'est vraiment. Et si vous n'imaginez pas, moi je vous invite à sortez de Champagne, allez voir en toute objectivité ce qui se passe ailleurs, et vous comprendrez à quel point on a raison de se poser ce genre de questions et de ne pas s'endormir. Alors, ces propos, il ne faut pas les entendre comme on est heureux parce que les autres vont pas bien. Hein. C'est pas ça. On doit se questionner sur ce qui fait que dans ce contexte, qui est un contexte de difficulté et de disparition d'activité pour certains, reconversion, diversification, avec peu de marge de manœuvre, en fait, quand on regarde bien. Qu'est-ce qui fait que la Champagne, qui paradoxalement est une des régions les plus mal positionnées climatiquement au départ, on se prend tout dans la tête, historiquement, les invasions, le climat, enfin, je ne vous fais pas l'histoire de la Champagne. Finalement, par nécessité, on a trouvé une réponse systémique depuis 150 ans qui est l'organisation. Donc, comment on préserve cette ligne de force tout en s'adaptant à tout ce qu'on vient d'évoquer, sans tomber dans des travers qui sont ceux qu'on peut constater, qui aujourd'hui tirent vers le bas et font disparaître ces autres appellations ou portions d'appellations ou catégories d'acteurs. Mais c'est exactement ça. Comment je peux vous dire ça très simplement finalement il ne faut pas qu'on surréagisse d'une année à l'autre. Vous voyez, on n'est pas une machine à produire, pas produire, produire, pas produire. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir, on réfléchit à long terme, on n'a pas le choix de toute façon. On est un mécanisme, on est très bien organisé, il n'y a rien à redire, mais on est aussi un mécanisme à long terme. C'est un système pérenne, c'est très très long. Donc, quand on a des à-coups, parce que des à-coups comme on l'a vécu en 2024 et peut-être 2025, parce que c'est aussi ça qui s'annonce quand même, est-ce qu'on doit absolument surréagir par rapport à ça? La réponse est non. La réponse c'est qu'est-ce qu'on s'imagine être dans 15, 20, 30 ans? Et c'est ça qu'on doit absolument tenir. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on se tienne vers l'avenir et ne pas réagir et devenir des gestionnaires purs et simples en disant ouais, ben voilà, oh là là, je dois couvrir mes coûts, alors je vais liquider mon stock. Ah ben non, merde, j'ai liquidé mon stock, maintenant il faut que je remplisse il va falloir que je remplisse les bouteilles, il va falloir il faut qu'on soit bien plus dans le long terme qu'autre chose. Parce qu'autrement, encore une fois, on va se faire embarquer par tout ce qui se passe et les mouvements, les vagues sont très rapides et très brutales. Le Champagne est un bateau qui doit réussir à passer à travers tout ça. Parce que beaucoup ne se sont pas posé la question et souffrent terriblement aujourd'hui de ne pas s'être posé la question. Voilà. Merci David. Je suis gestionnaire du temps, donc je vous avais promis en gros 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou Adrien, est-ce qu'il y a encore des questions sur le chat? Non, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On nous a promis un petit coup à boire, donc il ne faut pas gâcher. Oui, allez-y. Voilà, moi je suis l'extérieur de l'étape. Je vais vous donner le micro parce que c'est un commentaire, je ne vais pas reformuler. Bonjour à tous. Donc je ne suis pas viticultrice, je suis extérieure, je suis consultante en business développement et je suis originaire de Champagne, mais je suis revenue l'année dernière après avoir voyagé dans le monde et dans d'autres régions. Et effectivement, beaucoup de régions déjà arrachent et le coût du terrain à bâtir est supérieur au coût
de l'hectare de vie. Voilà, ça c'est la première précision. Deuxièmement, il y a la notion de valeur perçue quand on parlait de marque. C'est vraiment ce que le client voit et a l'impression d'acheter. C'est Apple, c'est ce qu'on appelle l'univers de la love money. C'est vraiment ce côté love marque, il y a l'affectif que l'on met dedans. Et puis, troisième chose, j'ai vu, revenant effectivement, qu'il y avait une grosse augmentation de la valeur de la bouteille. J'ai commencé chez Moët et Chandon à travailler pour Dom Pérignon et c'est vrai qu'il y a une grosse augmentation des bouteilles. Il y a néanmoins une opportunité aujourd'hui puisque le coût des matières premières dans tous les domaines a augmenté. Quand vous voulez vous faire un portail et que votre artisan dit « Ah bah oui, bah là, mon pauvre monsieur, le coût de l'acier… 30% de plus, hein, et clac, et vous le voulez, votre portail. » Eh bien, ouais, mais on est… Dans le cerveau, c'est déjà quelque chose qui est compris. Et forcément, la difficulté à trouver de la main-d'œuvre, les coûts de la main-d'œuvre qui augmentent et tout ça, ça fait partie aussi des éléments qu'on peut communiquer en termes de valeur perçue. Voilà, c'était juste ça. Voilà. Merci. Une autre intervention dans la salle. On va te faire passer le micro. Tu prépares ta question, puis après, ce sera peut-être le mot de la fin par Adrien. Puis je vous invite peut-être à venir discuter autour d'une flûte. Oui, vas-y. J'ai une toute petite question qui est peut-être pas forcément simple, mais j'aurais bien aimé avoir votre avis sur le vin sans alcool. Dont on avait parlé au tout début. Et le Nolo. David, peut-être en tant qu'observateur, tu te prépares, en tant qu'observateur de la filière et des vins en général, le micro, je te passe le mien. La réponse est pour l'instant, un effet de mode. Pour l'instant, c'est encore un effet de mode. On est pour l'instant dans une tendance effet de mode pour une partie de la population. Maintenant, je vais me permettre d'aller un peu plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de producteurs de vin qui ont du mal à vendre. Ils sentent bien que cet effet de mode pourrait se transformer. Et donc, ils sont en train de proposer de plus en plus des vins alors, sans alcool ou avec les low ou low, donc avec niveau d'alcool bas. Ce qui veut dire que ça me fait un peu penser, alors toute proportion gardée, ça fait un peu penser à l'époque des vins nature, où au niveau de la nature, c'était un petit peu le marché de niche, un petit peu qui est comme ça, et que finalement, parce qu'il y a une production qui a réussi à adapter un produit correct par rapport à cette attente, ça s'est solidifié. Ça, à mon avis, il va y avoir cette partie de la production et une partie de la consommation qui va chercher ce Nolo. Est-ce que c'est une généralisation de la consommation de vin? Je n'y crois pas. Je peux me tromper, parce qu'on parle d'avenir, tu sais très bien, c'est difficile. Je n'y crois pas. Je pense que ça va rester une zone de niche, mais ça sera quelque chose où des producteurs vont se spécialiser, vont devenir excellents, à mon avis, dans ce milieu-là, et trouveront leurs consommateurs et trouveront une possibilité d'écouler des stocks qu'ils ne pouvaient pas faire quand ils étaient avec alcool. Voilà, c'est ce que je pense. Mais ça ne peut pas… si c'était généralisé, ça ne serait plus un marché du vin. Ça serait autre chose. Merci Marie pour compléter. C'est toi qui as lancé la question. J'ai planté la graine au début pour voir si vous vous en souviendriez à la fin. Bravo. Non, alors, les Nolo, donc on l'étudie dans notre baromètre depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on a 28% des Français qui déclarent, alors ça fait 29, 27, 28, 28, qui déclarent consommer des vins ou des produits, donc des boissons alcoolisées sans alcool ou à faible teneur en alcool. Ça mélange toutes les catégories, vin, bière, champagne, enfin, il n'y a pas de champagne, eau, spiritueux, etc. Pardon ? Non, alors on est purement sur des… c'est vraiment la catégorie décrite très précisément, donc ça exclut les sodas. Donc ça, c'est un point intéressant, c'est que depuis 4 ans, alors qu'on en entend de plus en plus parler, la proportion des Français qui en consomment est toujours la même. Et je peux déjà vous dire qu'en 2025, ça sera la même aussi, le chiffre, je l'ai reçu. Dans ces 30%, on va dire, dans ce tiers des Français, on a 65% des Français, de ce tiers, qui déclarent consommer des bières sans alcool. Et on a 10% qui déclarent consommer des vins sans alcool. Ça, c'est important de le dire, parce que je ne sais pas si ça sera un effet de mode ou si ça va être pérenne.
Mais aujourd'hui, on est à peu près dans les vins sans alcool, dans la situation dans laquelle on était, je pense, sur les bières sans alcool il y a 20 ans. Souvenez-vous, il y a 20-30 ans, quand les bières sans alcool sont apparues sur le marché, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Aujourd'hui, la qualité est au rendez-vous. C'est installé, oui. Exactement. Et je pense qu'il y a cette évolution-là naturelle qui va avoir lieu et qui fait qu'aujourd'hui, la proportion des buveurs de vin sans alcool, elle est assez faible finalement, parce que c'est 10% des 30% par rapport aux bières. Et donc après la bière, c'est cocktail, et après les cocktails, c'est les spiritueux. Donc je ne sais pas encore une fois si ça sera une mode ou pas une mode. Ce qui est sûr en revanche, ça c'est important, c'est qu'il y a une tendance de fond qui est valable partout dans le monde à la baisse de la consommation, et y compris à des non-consommateurs, c'est-à-dire des gens qui déclarent ne plus vouloir consommer d'alcool, et y compris des influenceurs, donc des porte-paroles de la non-consommation d'alcool. Donc c'est là que peut-être qu'il y a plus un sujet, en tout cas, sur la non-consommation. Puis là, ça nous amène vers des études sociologiques où il y a des glissements de part d'estomac ou de part de porte-monnaie vers d'autres éléments que l'alcool, avec d'autres psychotropes ou autres éléments. Ça, c'est assez documenté par des gens qui étudient ces choses-là au niveau mondial. Il y a une proportion importante d'Américains qui déclarent que l'alcool est plus nocif ou plus dangereux à leurs yeux que le cannabis. C'est des chiffres qui existent. Oui, un commentaire? Ce qui me fait peur, c'est qu'à l'époque, on a vu dans les sites qu'il arrivait de l'eau en bouteille, on achetait de l'eau en bouteille. Maintenant, on voit d'autres choses arriver avec les lots et autres. Rien à voir, mais c'est juste, je remets ça en. Donc, je ne sais pas si c'est un jeu de mots, le lot en bouteille avec le lot. Ce qui me fait peur maintenant, c'est que les cahiers des charges de toute appellation, je remets un cadre, elle n'autorise pas de faire des sours d'alcool parce qu'il y a un taux minimum d'alcool. D'accord. Donc, on en revient à une question dans la salle qui est, encore une fois, je ne sais pas si on entend en visio, mais c'est que le cadre des appellations, par la nature de définition du vin, en fait, oblige à un titre alcoométrique minimum. Donc, bon. Après, si ça existe, ça peut aussi s'appeler autrement que vin. Voilà. Peut-être que je vous propose qu'on clôture. Adrien, je vais te laisser reprendre le micro et puis nous donner le mot de la fin en te remerciant, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs de l'UDC Entreprises pour toute l'organisation. Merci à vous, surtout. Merci à toi, Laurent, pour animer cette intervention, sachant que tu lances une nouvelle activité en rejoignant un collectif de consultants. Donc, je te souhaite bon vent pour cette nouvelle activité. Rendez-vous pour le prochain Afterwork, ce sera donc en mars prochain. On abordera la bouteille du futur avec tout le projet que porte notamment le comité Champagne. Et puis, il y aura également Veralia et également Gabriel Lepouzet, qui est un neurobiologiste qui a travaillé sur la bouteille, sa perception par le consommateur et quel goût, quelle expérience gustative il envisage quand il voit la bouteille, voilà, le visuel. Donc ça va être, je pense, très intéressant et très original. Donc rendez-vous pour cette prochaine Afterwork ici même, donc le 4 mars. Merci à tous. Et puis donc, voilà, je clore les échanges. Je n'ai pas d'autres questions. Merci à tous. Bonne soirée. Donc, je vous propose de passer à la partie un peu plus festive. Voilà. Merci. Bonne soirée. Le replay sera présent aussi sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à revoir l'ensemble des visios qui ont pu être réalisées précédemment. Ah.